Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez, dans certaines circonstances, recevoir chez soi le FMI ou s'y rendre n'est pas une gloire. Mais en ce qui nous concerne et qui caractérise la présente visite du fonds à Cotonou, Madame la directrice, permettez-moi d'exprimer sans retenue le grand plaisir et la fierté que nous procure la visite du fonds à Cotonou. C'était il y a bientôt un an et demi, en septembre dernier, 2016, que je vous ai rendu visite à Washington. À cette occasion, je vous ai confirmé notre volonté de conclure avec le fonds un programme économique et financier, pas en votre qualité de pompier, mais pour nous accompagner dans notre ambition de révéler le Bénin autrement. Donner la preuve à nous-mêmes et au monde que par le travail, par le sérieux, par la bonne gouvernance, par des réformes bien inspirées, par le sacrifice, par la lutte contre l'impunité, on peut sortir de la pauvreté et de la mendicité. Je vous ai demandé alors, Madame la directrice, de bien vouloir instruire vos services pour que nous puissions rapidement conclure un programme. Ce qui a été fait, à notre grande satisfaction, je crois, définitivement en avril 2017. Et depuis, nous ne cessons d'arpenter les chemins de notre renaissance. Nous avons, en moins de 18 mois, réussi avec le Parlement à faire voter une cinquantaine de lois de progrès. Nous avons entamé les réformes les plus ambitieuses, les plus osées, même si nous avons connu un échec en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Mais pour ce qui est de l'administration générale, du secteur de la santé, de l'éducation, des régies financières, nous sommes en train d'opérer les mutations nécessaires pour que notre pays soit capable de vivre de son potentiel et du génie de ses fils. Nous avons réussi à faire voter la loi sur le partenariat public-privé. Le cadastre est en cours. Nous avons voté des lois sur les zones économiques spéciales. Nous avons voté le code numérique. Toutes choses qui concourent à améliorer le climat des affaires et l'environnement global.
nous sommes acharnés à répondre aux exigences du quotidien de nos concitoyens, notamment en domaine de l'énergie. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme ambitieux de satisfaction de nos concitoyens en besoin d'eau. En matière infrastructurelle, nous faisons des efforts et nous essayons de respecter nos engagements en termes de bon atterrissage d'ici 2020-2021 pour le respect des critères de convergence. Et que les petits écarts que nous pourrions observer sur l'exercice 2017-2018, avec votre bénédiction, resteront dans le cadrage défini, de sorte que la mise en œuvre de notre programme ne nous fasse pas déraper par rapport aux critères de convergence dont le respect nous assure une situation macroéconomique saine et de manière durable. Nous sommes donc inlassablement à la tâche, mais je dois avouer que la situation reste quand même un peu difficile. Je dois avouer que nos concitoyens demeurent légitimement impatients parce que l'arbre de la Renaissance ne porte pas encore de fruits. Mais la floraison est bien là. La preuve de nos efforts est que depuis septembre, vous avez engagé la revue du programme que nous avons signé. Et j'oubliais, programme mis en œuvre avec une cerise sur le gâteau qui est la facilité élargie de crédit de 150 millions de dollars que vous avez accordé, qui nous est tant utile, même si, comme je disais tantôt, nous ne vous avons pas fait appel en tant que pompiers, mais surtout pour que vous nous accompagniez techniquement dans notre programme de refonte de nos fondamentaux et de développement socio-économique de notre pays, et surtout pour que vous soyez le témoin de notre sérieux, de notre crédibilité. C'est cela qui a motivé principalement notre appel web. Mais nous avons eu donc, comme j'espère que nous avons quand même un peu droit, à un appui financier pas négligeable du tout et très utile. Et la revue, dont les conclusions qui ont été arrêtées, je crois, en début de ce mois, le 1er décembre, et qui nous sont parvenues, nous paraissent bien flatteuses pour nous, ce qui, je pense, a permis cette visite dont vous êtes témoin, une visite qui se fait avec toute sa grâce. Alors, je voudrais, ceci dit, laisser la parole à notre hôte pour dire ce qu'elle a pu constater, ce que ces services ont pu constater pendant la revue, ce que nous avons pu faire de bien, ce qui reste à faire, et vous entendez également nous dire ce que vous allez faire davantage pour nous. Madame. Monsieur le Président, merci de me céder ainsi la parole, mesdames et messieurs de la presse. D'abord, permettez-moi, en mon nom et au nom de tous les membres de mon équipe qui m'accompagnent dans ce périple, de vous remercier de votre accueil et au travers de vous, de remercier le peuple béninois de nous accueillir. Monsieur le Président, le moindre qu'on puisse attendre d'un partenaire, c'est qu'il tienne ses promesses. Et lorsque nous nous sommes vus en septembre 2016, je vous avais dit que si tout fonctionnait de manière harmonieuse et conforme aux engagements, eh bien, je vous rendrai visite avant la fin de l'année 2017. Entre-temps, le 7 avril 2017, un programme a été conclu, un partenariat entre le Bénin et le Fonds monétaire international dans le cadre d'une facilité de crédit élargie d'un peu plus de 150 millions de dollars
d'un côté, et avec en contrepartie un certain nombre d'engagements de la part de votre gouvernement, au nom du peuple béninois, pour restaurer la situation des finances publiques et pour procéder à un certain nombre de réformes structurelles permettant d'assainir l'environnement des affaires, d'accueillir l'investissement, qu'il soit domestique ou étranger, et de répondre de manière légitime aux ambitions que vous formiez pour le développement de votre économie, qui a pris la forme de ce plan pour le Bénin révélé. Alors, vous avez tenu parole. Et moi, je tiens parole. Vous avez tenu parole puisque le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le 1er décembre 2017, a pris acte de ce qu'on appelle la première revue sur la base de l'audit qui avait été effectué par nos équipes à partir du mois de septembre, pour constater que l'ensemble des actions qui devaient être prises avant cette date l'avaient été, et que par conséquent, la deuxième tranche de financement pouvait être libérée et permettre ainsi la poursuite du financement de l'économie béninoise. Et moi, j'ai tenu ma promesse, je vous l'avais dit, je viendrai avant la fin de l'année 2017, on est le 11 décembre 2017, je suis dans les délais. Merci. Je mentionne le partenariat et l'engagement du partenaire de tenir ses promesses. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous aviez pour ambition de développer l'économie du Bénin. Vous aviez identifié un certain nombre de secteurs d'activité, le développement de l'agriculture à valeur ajoutée, le tourisme fondé à la fois sur le tourisme côtier, mais aussi le tourisme intérieur, le tourisme historique. Vous aviez pour ambition de vous attaquer à la réduction de la pauvreté en dépensant mieux et plus dans le domaine de l'éducation et de la santé, et vous aviez pour ambition d'établir des règles de bonne gouvernance permettant d'inciter les investisseurs à regarder le Bénin avec une perspective favorable. Je crois que de ces grands axes-là, clairement, votre gouvernement est en train de démontrer qu'il peut tenir ses paroles. Lors de nos discussions, nous avons évoqué certains de ces axes. Je vous ai fortement encouragé à continuer sur ces voies-là, à continuer ces perspectives de développement, d'assainissement, d'inventaire aussi des années passées, inventaire dans le cadre duquel nous allons bien sûr vous soutenir dans le cadre de l'audit qui nous paraît nécessaire, poursuite également du financement dans le domaine de l'éducation et de la santé, dont je sais qu'on n'est pas tout à fait dans les clous par rapport aux engagements du programme, mais dont je comprends que les obstacles administratifs ont dorénavant été écartés et permettront de tenir les engagements, ce qui me paraît tout à fait essentiel pour participer à la lutte contre la pauvreté dans le pays. Deuxième point qui me paraît également fondamental, ce sont les prévisions de croissance que nous établissons pour le pays. On le sait, la situation économique d'un grand voisin, le Nigeria, a une importance pour le développement économique du Bénin. Et nous savons aussi que vous voulez faire de la diversification et du plan pour le Bénin révélé un autre axe de développement beaucoup plus indépendant, compte tenu des différents paramètres, c'est-à-dire l'amélioration de la situation économique du Nigeria et les perspectives de réussite qui seront les vôtres. Pas demain matin, parce que ces choses-là prennent du temps, mais dans une perspective de plus moyen terme, nous considérons que la performance de l'économie béninoise sera en 2018 supérieure à celle de 2017. Nous avons un prévisionnel de 6%. Je sais que vous êtes un tout petit peu au-dessus. Moi, j'espère que j'aurai tort et que vous aurez raison. En tout cas, c'est une perspective de croissance en amélioration très nette. Voilà, à titre liminaire, ce que je voulais indiquer aux membres de votre communauté de la presse et rendre hommage au passage à la tradition démocratique du Bénin, qui est elle aussi, dans le paysage que regardent les investisseurs, un atout considérable, même s'il est parfois de nature à générer des polémiques, des discussions, des arguments,
mais c'est après tout le propre des débats démocratiques que d'avoir ce type de discussion. Je vous remercie. Vous venez de le dire vous-même, le Bénin aura été un bon élève. Ma question, c'est de savoir quel sera le bonus pour cela. Vous savez, monsieur, nous avons l'habitude de travailler sur un certain nombre de programmes, et le vrai bonus, c'est celui de la réalisation des engagements qui entraîne de notre côté les déboursements réguliers des tranches de financement. J'ai vu depuis 7 ans tant de programmes en dehors des clous, en retard, avec des actions ou des engagements non tenus qui nous amènent à retarder les réunions de conseil d'administration, à différer les déboursements, que là, je me réjouis que les réalisations soient en place, grosso modo, et qu'on ait pu, dans les délais prévus, tenir le conseil d'administration et débourser la tranche de financement d'à peu près 22 millions de dollars. C'est ça le vrai bonus. C'est le respect des engagements de part et d'autre. J'aimerais bien être le Père Noël, mais ce n'est pas le cas. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Merci. Merci. Bonjour Madame Lagarde et bonjour Monsieur le Président. En fait, vous venez de rendre un hommage. Ma question va rejoindre un peu celle de Monsieur Henri Ndasekou. Vous venez de rendre un hommage à la démocratie béninoise et tout. Et je vais poser une question un peu générale. Est-ce que parmi les conditionnalités que vous fixez aux États, avant de les accompagner, vous avez ou vous allez introduire les critères de respect de la démocratie et de respect des constitutions? Autrement dit, est-ce que le FMI accompagne les pays où les présidents s'éternisent au pouvoir? Merci. La mission du Fonds monétaire international, elle est rivée, ancrée, développée par l'article 1 des statuts du Fonds monétaire international. Et on a pour mission de contribuer à la stabilité financière et à la prospérité économique d'un pays, avec un certain nombre d'outils, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse de la croissance économique, qu'il s'agisse de l'emploi. Ce sont les outils disponibles, au service desquels nous mettons à disposition des financements pour les pays en difficulté, l'analyse économique et les recommandations de politique économique qui nous paraissent appropriées, et l'assistance technique et la capacité de développement que nous aidons les pays à mettre en œuvre. À ce titre, je vous signale au passage que le Bénin est un des grands pays bénéficiaires au sein de la zone subsaharienne de l'assistance technique et de la formation dispensée par le Fonds monétaire international. Mais jamais nous ne jouons un rôle de nature politique. C'est ainsi depuis 70 ans, et ça a, je crois, été le gage d'un rôle actif, parfois de pompier, Monsieur le Président, parfois d'architecte, mais uniquement dans le domaine économique. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale du FMI. Je vous ai vu tout à l'heure très optimiste lorsque vous évoquiez la situation du Bénin. Je voudrais que vous nous dites un peu ce qui fonde cet optimisme-là que vous avez par rapport au Bénin, par rapport à l'économie béninoise, par rapport aux perspectives et surtout par rapport aux engagements pris par le gouvernement. Merci. Vous savez, quand on fait des prévisions, on se base d'abord sur l'existant. Aujourd'hui, on a une prévision de croissance pour l'année 2017 qui tourne autour de 5,5%. On regarde quel est le sérieux avec lequel les autorités mettent en œuvre les politiques macroéconomiques. On regarde évidemment les perspectives de croissance démographique. Ça, c'est pour les aspects intérieurs. Ensuite, on regarde les aspects extérieurs. Quelle est la demande adressée au pays? Quelle est la situation financière internationale?
quelle est la situation de croissance internationale. On est aujourd'hui dans une situation où dans l'ensemble des pays du monde, pas tous, hein, mais une grande majorité d'entre eux, on a une augmentation de la croissance. Donc on prévoit une croissance globale l'année prochaine de 3,7% à minima, et donc une demande adressée à l'ensemble des pays. Donc c'est compte tenu de tous ces éléments-là, à la fois pratiques, démographiques, existantes, intérieures et extérieures, qu'on fait nos prévisions de croissance. C'est dans ces conditions-là que nous prévoyons une croissance pour le Bénin à 6% l'année prochaine. 6%. Puis on a d'excellents économétristes qui font de la modélisation de haut niveau, qui leur permettent, en consultation avec la mission particulière du pays, dont le chef est d'ailleurs présent ici, Norbert est là, le représentant résident au Bénin du Fonds monétaire international est là aussi. On vérifie évidemment un certain nombre des hypothèses pour travailler ensuite sur une estimation la plus précise possible. Bonsoir, Delphine Bousquet de RFI. Si je résume, vous dites que le gouvernement est sur la bonne voie, mais il peut mieux faire dans le secteur social pour réduire la pauvreté. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, le FMI a aussi un rôle d'accompagnement. Qu'est-ce que vous avez donné comme indication ou comme recommandation au gouvernement afin justement d'orienter plus sa politique en ce sens? Merci. C'est ce que j'appelle le filet social indispensable. C'est le social safety net. Je ne sais pas très bien si le filet social c'est très très approprié, mais c'est le socle social indispensable permettant, grâce à des dépenses en matière d'éducation et en matière de santé, de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Il y a des objectifs qui sont prévus dans le programme, qui doivent être tenus, qui n'ont pas été de manière absolument parfaite lors de la première revue pour des raisons administratives que j'évoquais tout à l'heure, et dont le gouvernement me donne l'assurance qu'ils seront écartés afin de tenir les engagements. Donc moi, je serai très attentive au respect de ces engagements de financement en matière d'éducation et de santé pour que ce filet de soutien social, ce socle social indispensable, soit bien réalisé pour la prochaine revue. Madame la directrice, si vous permettez, c'est une question essentielle pour nous et j'aimerais rajouter quelques mots pour davantage restituer nos échanges. En effet, le FMI nous a interpellés sur nos investissements prévus dans le secteur de la santé et de l'éducation pour rester conformes aux critères et aux engagements que nous avons pris au début du programme. Il faut avouer que nous avons par nous-mêmes de grandes ambitions dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation. Je vais rappeler aux uns et aux autres que les investissements dans le secteur du social ne se voient pas seulement à travers les distributions d'argent. Parce qu'au Bénin, c'est bien malheureusement ce que nous attendons par le mot social. Et si notre ambition est de contribuer à lutter contre la pauvreté avec des investissements à effet durable, nous n'avons pas toujours pu afficher dans nos programmes ce qui relève de ce que parfois on attend de nous en termes social. Mais dans le secteur de l'éducation et de la santé, nos ambitions sont de très haut niveau. Et le FMI peut le confirmer, mais malheureusement, nous n'avons pas atteint nos objectifs pour deux raisons essentielles. D'abord, dans le domaine de l'éducation nationale, les investissements prévus n'ont pu se faire parce que ce secteur a besoin de réformes. Et vous savez, en matière de réforme, ce n'est pas évident, les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'espère. Nous avons mis plus d'un an, on n'a même pas encore terminé, plus d'un an à faire le diagnostic du système et de ce qui fait que le peu de moyens investis ne donne pas ses effets et nous avons l'impression que nos moyens sont gaspillés. Le secteur ne va pas bien. Nous savons tous très bien que l'école ne va pas bien au Bénin. Mais est-ce qu'il faut investir de manière aveugle? Il faut impérativement faire le diagnostic, déterminer ce qu'il convient de faire mieux et le mettre en œuvre.
Sur ce plan, les choses ne sont pas allées très vite, c'est vrai. C'est pareil pour le secteur de la santé. Nous savons également que nous ne sommes pas performants, que les investissements ne donnent pas les effets escomptés, et que dans ce domaine, il faut davantage investir, mais investir mieux. Il faut également faire le diagnostic, préconiser une réforme et la mettre en œuvre. Et vous savez très bien que dans ce domaine, il y a une fronde. Parce que tout ce qui s'appelle réforme est mal perçu, mal reçu, parce qu'on craint de perdre des acquis. C'est également ce qui a fait que dans le domaine de la santé, nous avons un peu de difficulté à mettre en œuvre, d'abord à finaliser la réforme qui est en réflexion et à la mettre en œuvre. Mais une chose est claire, nous n'allons pas continuer d'investir, de gaspiller nos ressources dans des secteurs qui ne donnent pas une réponse positive à l'investissement. Madame la directrice, si les choses doivent être retardées davantage, n'hésiterons pas à attendre. Parce qu'il est important que nos maigres ressources, plus les ressources que nous mobilisons auprès des partenaires techniques et financiers, les impôts que nos partenaires collectent auprès de leurs concitoyens, qu'ils mettent à notre disposition, il est important qu'on les utilise à bon escient. Qu'on les utilise pour avoir des résultats visibles et durables. C'est bien pour ça que dans ces domaines-là, qui nous tiennent tant à cœur, bien avant le FMI, et même si le FMI, dans le cadre de notre programme, mesure nos performances et nos challenges, je vais quand même dire que ces choses-là nous tiennent à cœur plus que le FMI. Et donc, je voudrais vous rassurer et rassurer la presse que nous ferons les efforts qu'il faut, pour autant aussi que, au plan intérieur, nous comprenons qu'il est nécessaire d'opérer les réformes pour que les investissements dans ce domaine social soient productifs, effectifs et durables. Moi, je vais compléter parce que ça peut paraître étrange que la première revue ait été approuvée en dépit de ça. Mais c'est précisément parce que le FMI avait confiance dans la détermination à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour rentabiliser les investissements dans ce secteur. Et je ne dis pas rentabiliser au sens économique, je dis en termes de résultats d'éducation et de santé, que nous avons néanmoins approuvé la première revue, confiant de ce que la détermination politique était là pour réaliser les ambitions dans ce domaine. Alors, l'idée qui circule la plus ici, c'est que quand le Nigeria, qui est à côté, souffre du rhume, le Bénin est complètement grippé et à froid. Alors, on dit ici que les réformes tendent essentiellement à devenir indépendants du Nigeria, indépendants par rapport à tout ce qui peut arriver au Nigeria. Est-ce que vous pensez que désormais le Bénin a pu s'armer suffisamment pour faire face à des crises du Nigeria, à pouvoir être complètement résurgent par rapport aux crises du Nigeria? Moi, je suis incapable aujourd'hui de conclure un diagnostic. Je pense qu'on n'est jamais, quel que soit le pays, dans une situation d'immunité économique et financière totale. On est profondément dépendants les uns des autres et dans des sous-régions, surtout lorsqu'il y a des effets de seuil et de taille aussi importants, nécessairement, il y a une relation, non pas forcément de dépendance, mais de plus ou moins grande dépendance des uns à l'égard des autres. Donc nous applaudissons les efforts de diversification des sources de développement économique pour être dans une situation de moindre dépendance. Mais imaginez qu'on passe en immunité économique et financière à l'égard de ses voisins, je crois que ce serait un leurre, même si c'est une aspiration par ailleurs agréable, mais je pense que c'est pas réaliste. Nous n'avons pas l'intention de vivre dans une autarcie et de dire nous allons être indépendants de tout le monde et vivre dans en vase clos. Non, non, non. Mais il est important, c'est vrai, de développer notre niveau de production, de compétitivité, de développer beaucoup de valeur ajoutée au Bénin par rapport à ce pays, afin que le moindre séisme, le moindre secousse là-bas ne nous terrasse pas totalement. Et plus nous allons être
capables d'investir au Bénin pour ce marché, on ne veut pas être indépendant du marché nigérien, mais on veut être indépendant de tout ce qui est exogène à la région. Aujourd'hui, le Nigeria nous sert beaucoup notre économie parce que nous importons et réexportons sur le Nigeria. Aussi bien légitimement, légalement, que par la fraude aussi. Et on ne peut pas construire durablement une économie sur ce genre de système. Donc notre souhait est que ce soit dans le domaine de l'agriculture, des services ou dans le domaine du tourisme, qui sont des secteurs porteurs pour le développement durable, que nous puissions avoir de la production et de la productivité capable d'être toujours compétitifs sur ce marché, qui est un marché à revenus intermédiaires. Le Nigeria aujourd'hui a les moyens de consommer tout ce que nous pouvons produire au Bénin de qualité. Donc si nous structurons notre économie, nous accompagnons nos investisseurs, la production locale, de sorte à être en mesure d'offrir à ce marché des services de qualité et compétitifs, nous serons éternellement un fournisseur de ce marché et l'interdépendance nous profitera durablement en dehors des paramètres exogènes dans notre région. Avant qu'on se quitte, je voulais réitérer une promesse que j'ai faite à Monsieur le Président. J'ai un petit-fils de 5 ans. Je lui ai promis que quand mon petit-fils aurait 8 ans, je l'amènerai au Bénin pour aller voir les grands 5 un peu plus haut dans le nord. Enfin, c'est pas... La Fanjali. C'est pas dans le nord d'ailleurs. Dans 3 ans, nous aurons le plaisir de l'accueillir. Allez, devant vous. Et voilà. C'est un beau pari. Merci.